بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On est rendu à la deuxième partie de ce cours qui porte sur la notion de séparation des biens des époux dans le code de la famille. Et particulièrement, comme on l'a mentionné dans l'introduction, il s'agit de l'analyse et de l'étude de l'article, particulièrement de l'article 49 du Code de la famille. Alors, la première partie, comme vous pouvez le constater à travers les enregistrements et à travers les résumés que j'ai déposés sur la plateforme, alors il portait sur la succession, l'héritage, la définition, les notions de la notion de l'héritage à partir du Coran et à partir aussi et à la lumière du code de la famille. Et puis il y avait aussi l'étude des piliers et des conditions de l'héritage. Et par la suite, on a essayé de voir ensemble les raisons de l'héritage et les inhibitions ou les obstacles de l'héritage. Et par la suite, on a fini par un chapitre qui détermine les catégories des héritiers. Et puis, c'était les catégories des héritiers à travers les prescriptions divines déduites du Coran, et particulièrement les versets 11, 12 et 176 de la sourate Les femmes An-Nisa numéro 4. Et par la suite, il y avait aussi les catégories des héritiers, mais cette fois-ci, c'est à travers les dispositions du Code de la famille. Maintenant, après un sommaire, ou un aperçu sur la notion de l'héritage, comme j'ai dit dans l'introduction, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va essayer de donner un aperçu général, sommaire, et aussi un éclairage sur la succession et l'héritage d'un point de vue du droit musulman et aussi du droit marocain en particulier. Là, on est rendu à une question, comme on l'a mentionné, à une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la question de la séparation des biens des époux à la lumière, bien sûr, du code de la famille. Notons au départ que les relations familiales sont régies actuellement par, c'est-à-dire au Maroc, par le code de la famille du 3 février 2004. Il s'agit de la loi numéro 70-03, Dahir numéro 1-04-22 du 3 février 2004. Le bulletin officiel numéro 5148 du 5 février 2004. C'est là où vous pouvez trouver le code de la famille à partir du bulletin officiel numéro 5148 du 5 février 2004. Et vous pouvez le télécharger aussi à partir d'Internet. Bien sûr, comme vous le savez bien, cette loi portant code de la famille a remplacé l'ancienne Moudawana de 1958. Et la lecture des dispositions de ce code de la famille permet de constater qu'il existe plusieurs dispositions qui s'adressent aux époux. Il y a des dispositions qui portent sur le mariage, le divorce, et il y a plusieurs dispositions qui s'adressent aux époux et qui cherchent à régler certains aspects spécifiques de leur patrimoine propre, particulièrement ces aspects relatifs à la séparation et au partage des biens conjugaux. Ce qui fait que cette notion de séparation des biens des époux, du partage des biens conjugaux, est une question qui est toujours
très importante et toujours d'actualité, vu sa relation, bien sûr, avec la notion des droits subjectifs et aussi sa relation avec les droits de l'homme. Ce qui fait qu'il s'agit d'une nouveauté dans ce code. Alors ce sont ces dispositions, particulièrement l'article 49, comme j'ai dit, du Code de la famille, en particulier qui nous intéresse dans cette deuxième partie de ce cours. La question du partage des biens conjugaux entre l'homme et la femme a fait couler beaucoup d'encre. C'est pourquoi j'ai dit c'est une question d'actualité. Il existe dans la littérature plusieurs écrits, plusieurs articles, plusieurs ouvrages, plusieurs travaux sur cette question du partage des biens conjugaux entre l'homme et la femme. C'est pourquoi je dis il a fait couler beaucoup d'encre, soit dans les journaux, soit dans les écrits scientifiques. Alors il s'agit particulièrement de l'article 49 du Code de la famille qui sera soumis à l'étude. Pourquoi? Pour qu'on puisse dégager les éléments essentiels qui constituent un cadre juridique permettant aux époux de choisir les conditions de fructification et de répartition de leurs biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Voilà. Alors, il s'agit d'un régime conjugal qui perpétue le principe de la séparation des biens, et ce, bien sûr, en permettant aux époux de se mettre d'accord sur la façon de gérer conjointement leurs biens acquis pendant le mariage. Alors c'est un accord qui explique en revanche la possibilité de reconnaître le travail, de reconnaître la contribution de la femme ou de l'épouse dans le patrimoine acquis pendant le mariage. Alors, tout au long de cette partie, l'analyse sera divisée en deux chapitres. Dans un premier chapitre, nous résumons de manière, comme j'ai dit toujours, sommaire et brève, les éléments essentiels qui ressortent de l'article 49 du Code de la famille. Et ce, à travers une lecture juridique, mais aussi accompagnée de la jurisprudence, des fois, de cette disposition qui est l'article 49 du Code de la famille. Dans un deuxième chapitre, nous nous intéressons à une autre lecture de l'article 49 du Code de la famille. Mais cette fois-ci, c'est pour montrer sa légitimité par la coutume qu'on appelle al-kaddu wa as-si'aya, à savoir l'effort fourni dans le travail et sa récompense. Et pour ce faire, nous prêtons une attention particulière à un nombre de décisions des juridictions marocaines qui s'attachent à l'application de cette coutume. Alors on commence en premier lieu par une analyse juridique, les éléments essentiels qui entourent cette disposition, à savoir l'article 49 du Code de la famille. Alors cet article 49 du Code de la famille stipule les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Ça, c'est le premier alinéa. Deuxième alinéa, cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. Et le Oudoul avise les deux parties lors de la conclusion du mariage des dispositions précédentes.
Et la dernière alinéa de cet article stipule, au défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille. Voilà l'article ou la disposition, l'article 49 du Code de la famille tel qu'il est stipulé dans le Code. Bien. Alors, la lecture de cette disposition. Alors, la première lecture de cette disposition juridique permet de soulever 3 éléments essentiels, importants, qui feront l'objet de notre analyse. Alors, nous souhaitons en premier lieu traiter la question de l'indépendance financière de chacun des époux. Par la suite, l'analyse portera sur la nature de l'accord qui concerne la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage. Et enfin, nous abordons le pouvoir d'appréciation, bien sûr, du juge, de décider de la répartition des biens entre les époux en cas où on est devant une absence du dit accord. 3 éléments qui feront l'objet de notre analyse. Commençons en premier lieu par l'indépendance financière de chacun des époux. Tout d'abord, rappelons que le droit musulman, les prescriptions divines déduites à partir du Coran, de la Sunna, du consensus et de l'ijma', ce qui fait les sources qui font l'unanimité des ulama et qui constituent bien sûr le droit musulman appelé en arabe al-fiqh. Le droit musulman n'a pas fait du mariage l'une des raisons de l'interdiction que l'un des époux, c'est-à-dire il n'a pas fait du mariage une raison d'interdiction de التحجير. Alors الزواج ليس بتحجير على الأزواج. Chacun d'eux a donc le droit de conserver son nom de famille, de conserver sa pleine personnalité juridique et aussi son patrimoine propre, séparément de l'autre conjoint. C'est un principe déduit du droit musulman. Alors, le droit musulman appelle à cette indépendance, en premier lieu, financière des époux. Le droit musulman confirme l'indépendance financière de chacun des époux, soit avant, pendant ou après le mariage. En principe, l'épouse, comme bien sûr l'époux, une fois qu'il soit apte d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et que ses actes soient valides, c'est-à-dire une fois qu'il a la capacité d'exercice, il devient pleinement autonome. Il devient pleinement compétente sur le plan économique et financier. Autrement dit, l'épouse, soit pendant ou après le mariage, est libre de faire des transactions financières. Bien sûr, tant qu'elle est saine d'esprit, tant qu'il a l'aptitude ou qu'il a la capacité d'exercice, c'est-à-dire l'aptitude qu'il est apte
d'assumer ses responsabilités et d'acquérir ses droits. Et elle est saine d'esprit aussi. Alors dans ce cas, elle est indépendante, elle est compétente, elle a le droit de faire des transactions d'une manière qui est libre. Ce qui fait qu'elle a son indépendance économique et financière. Dans cette perspective, la charia ne fait pas de discrimination entre les sexes dans l'acquisition des droits et le respect des devoirs. Et dans ce sens, Dieu dit dans le sens du verset coranique, leur Seigneur les a alors exaucés, disant en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. La sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran, et le verset coranique 195. Dans le même ordre d'idées, il en passe au droit marocain. Alors en droit marocain, la lecture de certaines dispositions permet de constater que le législateur marocain reconnaît la personnalité indépendante de l'épouse par rapport à celle de son mari. Et dans l'institution familiale, il n'y a pas de discrimination entre la femme et l'homme dans l'exercice de ses droits et de ses obligations. Elle a le droit de posséder des biens, d'être propriétaire, bien sûr, d'être indépendante sur le plan économique et financier. Par exemple, la dot. Et conformément à l'article 29 du Code de la famille, alors la dot devient quoi? La propriété propre à l'épouse et qui en a la libre disposition, et l'époux ne peut pas exiger d'elle, de la femme, en contrepartie un apport quelconque en ameublement ou autre. De même, le législateur marocain a également aboli, et dans le domaine ici commercial, en permettant à la femme mariée d'exercer le commerce sans autorisation de son mari. Alors, il a aboli la capacité réduite qui était avant. C'est une capacité réduite de l'épouse dans le domaine commercial. Et il a permis, à travers l'article 17 du Code de commerce, il a permis à la femme mariée d'exercer le commerce, mais sans autorisation de son mari. De telles dispositions juridiques impliquent l'indépendance financière de l'épouse par rapport à son mari. Puis viendra, bien sûr, l'article 49 du Code de la famille pour confirmer et pour affirmer cette indépendance en stipulant les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cette disposition affirme clairement l'indépendance financière de chacun des époux. Et à ce propos, il permet aux époux de quoi? Il permet aux époux, dans le cadre de la gestion des biens dont ils feront l'acquisition pendant le mariage, à se mettre d'accord sur un cadre légal de leur fructification et répartition. Et autrement dit, le législateur marocain donne la possibilité aux époux de parvenir à un accord pour gérer et partager leur patrimoine acquis pendant la relation conjugale. Alors on s'arrête ici pour cette séance vue aux fautes de temps, et puis on aborde
d'autres éléments qu'on doit faire sortir de l'analyse de cette disposition dans la séance prochaine, Inch'Allah. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.